Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreuses et aussi nombreux ce matin si tôt à la Maison de la Radio. Je m'appelle Xavier Eutrope, je suis journaliste donc à la Revue des médias de l'INA et je suis accompagné aujourd'hui par Grégory Cazagne. Bonjour Grégory. Bonjour Xavier. Vous allez bien? Super. Bien réveillé? Pleine forme, petit café, tout va bien. Super. Donc aujourd'hui, on va donc parler de Snapchat. On va peut-être rapidement parler de vous parce que vous êtes le DG donc de Snapchat France. Vous êtes arrivé au poste après 1 an de vacances donc à ce poste à Snapchat France. Vous êtes passé par le groupe TF1, par IP France RTL, Detsu Aegis, Yahoo France, Criteo, Swile. Vous êtes aussi passé par les commandos marines. C'est pas moi qui l'ai dit, c'était donné dans la bio donnée à Média en Scène. Aujourd'hui, donc, vous êtes à Snap, vous êtes directeur général. Quels sont les objectifs et les priorités de Snapchat aujourd'hui en France ? Alors, tout d'abord, en fait, Snapchat, c'est une application de messagerie visuelle. On n'est justement pas un réseau social, on nous confond. On est une plateforme, effectivement, qui réunit 360 millions de personnes dans le monde. On a un Français sur 2 en France. Et en fait, on s'est créé comme un antidote aux réseaux sociaux. À savoir, il n'y a pas de like, il n'y a pas de followers, il n'y a pas de partage, donc il n'y a pas de pression, il n'y a pas de jugement. Et ça a été notre approche depuis le départ. Nos objectifs, le premier, il est de continuer en fait à faire grossir cette communauté. Elle a grandi de 20% dans le monde et on a une croissance également en France qui est très forte. Et de la faire grandir en continuant à lui offrir un espace d'expression sécurisé. C'est extrêmement important pour nous, et notamment via les partenaires médias qu'on peut mettre en place sur notre chaîne Discover, puisqu'on a créé une plateforme où on travaille avec tous les créateurs de contenu professionnels, donc France Inter, on a TF1, M6, Le Figaro, Le Monde, etc., qui créent du contenu vertical, vidéo verticale, pour pouvoir engager avec notre communauté et cette population. Et puis le deuxième objectif pour nous, c'est de continuer à évangéliser sur la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est une couche de digital qu'on va pouvoir projeter sur le monde réel au travers de son écran de téléphone et arriver à générer des expériences extraordinaires. Et cette réalité augmentée, on la met au service de cette communauté, au service des marques qui nous font confiance sur Snapchat et également récemment au service des institutions françaises et européennes, puisqu'on a créé le premier et l'unique AR Studio dans le monde qui est basé à Paris et qui permet d'évangéliser sur cette technologie. AR Studio, peut-être pour les gens qui ne sauraient pas de quoi on parle. AR, c'est Augmented Reality Studio. Donc c'est un studio de réalité augmentée. On a une équipe en fait d'ingénieurs créateurs. C'est assez sympa parce que c'est des skills en fait d'ingénierie et des skills en fait de création pure qui vont être à même de créer des expériences au service des musées. La dernière en date, c'est la mise en place avec Christian Marclay. Où je vous invite à aller voir l'exposition en fait au Centre Pompidou. Et avec Christian Marclay, sous son inspiration et avec le savoir-faire technologique de Snap, on a réussi à transformer en fait la façade de Pompidou en un instrument de musique interactif. Et c'est ce genre d'approche qu'on souhaite mettre en place. Et donc cette expérience, vous pouvez la vivre jusqu'en février, puisque l'exposition a lieu jusqu'en février de l'année prochaine. Donc c'est toujours une priorité pour vous, la réalité augmentée. Vous vous êtes fait connaître là-dessus avec les filtres et ce genre de choses. Vous avez un peu lancé, comme à bien des égards, des modes, des trends dans les réseaux sociaux et les plateformes sociales. Donc pour vous, c'est toujours aussi important. Pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Alors c'est d'autant plus important qu'effectivement on a été le pionnier, on a créé cette approche, on en est le leader au niveau global. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a 250 millions de personnes tous les jours qui interagissent sur Snapchat avec cette réalité augmentée. C'est 6 milliards d'expériences de réalité augmentée par jour, donc c'est énorme. Et il y a un rapport de Oxford Economics qui dit que dans 4 ans, il y aura 75% des gens dans le monde, pas que sur Snapchat, mais qui auront cette approche sur la réalité augmentée. Et elle est importante à plusieurs titres parce qu'on est passé effectivement de je vais vomir un arc-en-ciel ou je vais avoir des oreilles de chien à de l'utilité. Et donc aujourd'hui, on a des exemples, j'en ai 3 pour vous. Il y a la Croix-Rouge qui nous permet en fait d'apprendre les gestes qui sauvent, de les projeter en fait sur le sol, dans son salon, etc. et de voir en fait comment pratiquer les gestes des premiers secours.
On a des marques qui nous font confiance pour faire de ce qu'on appelle de l'essai virtuel. Donc je vais pouvoir regarder ma chaussure, essayer des chaussures, savoir le bon modèle, la bonne couleur, la bonne taille, pour la commander directement dans l'application. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle l'AR commerce, le commerce de la réalité augmentée. Et puis le dernier exemple, c'est ce que je disais sur Pompidou, c'est cette capacité en fait à essayer, et on a cette responsabilité sociétale en fait par rapport à l'audience qu'on a, d'arriver à les amener à une ouverture sur l'art, la culture et l'éducation, comme on le fait avec Pompidou. Quelle est votre audience aujourd'hui à Snapchat ? Je ne sais pas si l'application existe depuis plus de 10 ans, 11 ans, donc j'imagine qu'aujourd'hui, les gens qui ont adopté l'application il y a 11 ans ont vieilli. Enfin, est-ce que ça se répercute dans votre audience ? Oui, tout à fait. Donc en fait, Snapchat, c'est 11 ans d'existence dans le monde, c'est 6 ans depuis la création en France. Et donc en France, on a un Français sur deux, 27 millions de personnes tous les mois. Le fait intéressant, c'est qu'ils sont extrêmement engagés, parce que c'est 27 millions tous les mois, ça donne 19 millions par jour de gens qui sont sur l'application. Et donc forcément, on est connu pour être très proche des générations les plus jeunes. Donc on a 92% des 15-24 ans français qui sont sur Snapchat, mais ce qu'on sait moins, et c'est un chiffre important, c'est effectivement que l'âge moyen du Snapchatter français, c'est 35 ans. On s'attend plutôt à une vingtaine d'années, les mid-20s. Et en fait, on est vraiment sur un Snapchatter qui a 35 ans. Donc cette audience grandit. Et aujourd'hui, le recrutement se fait sur ces populations plus âgées. Et une anecdote, c'est que le directeur marketing de SFNF Connect utilise Snapchat comme un de ses leviers pour pouvoir vendre des cartes seniors. Anecdote croustillante. Donc ça fait 11 ans que vous existez, Snap. Il y a plein d'applications qui sont arrivées entre-temps. Comment vous vous différenciez de l'offre actuelle, des autres plateformes, des autres applications ? Ouais. Sachant que vous avez initié beaucoup de choses, notamment les stories, les filtres, ce genre de choses, et que ça a été repris un peu partout. Non, tout à fait. On a cette culture de l'innovation, et donc on continue à créer. Alors les stories ont été créées sur Snap, tous les filtres et les expériences de réalité augmentée sur Snap également. Notre différence, c'est qu'on n'est pas un réseau social. Donc ce que je disais, c'est qu'en fait, on n'est pas dans la viralité. On est sur une plateforme qui est une plateforme finalement avec laquelle je peux communiquer avec mes amis, mais qui est une plateforme avec un contenu fermé. Donc le contenu, on doit s'abonner au contenu des partenaires médias avec lesquels on travaille notamment pour pouvoir y avoir accès, ce qui limite énormément les fake news, et on sait que c'est un sujet important spécialement en ce moment. Et ensuite, ces contenus, quand ils doivent être partagés au-delà de la communauté non abonnée, ils vont être analysés et validés par des modérateurs humains. Donc on a vraiment au cœur en fait ce côté privacy, safety, désolé pour les anglicismes, mais pour nos utilisateurs. Et c'est un de nos éléments différenciants en fait sur Snap. On n'est pas sur le premier, c'est qu'on n'est pas sur un flux de contenu qui est fait par des gens qu'on ne connaît pas et qui défilent à l'infini. On est vraiment dans une approche de choix par rapport à sa consommation média. Et ensuite, dans un environnement où les messages s'effacent, parce que on veut que les gens soient sur Snap comme ils sont dans la vie. Personne nous filme ou nous enregistre à longueur de journée. Et donc sur Snap, c'est exactement la même chose. Et on a fait une étude récemment sur nos utilisateurs. On a 90% des Snapchatters qui se disent heureux quand ils sont sur l'application. Vous avez parlé de consommation média. Justement, moi je me souviens qu'en 2016, lorsque vous avez lancé Discover en France, donc qui était un peu le kiosque dédié aux médias, à des médias partenaires, ça avait fait beaucoup de bruit. Moi à l'époque, je travaillais à Combini, donc je travaillais sur le Discover, et c'était une grosse occasion, c'était une sacrée expérience. Aujourd'hui, où en sont vos partenariats médias ? Est-ce que c'est toujours aussi important pour Snapchat d'avoir des partenariats médias ? C'est toujours aussi important. Depuis 2015, en fait, on est passé de 7 à 17 millions de personnes qui sont sur Discover. On a aujourd'hui 70 partenaires médias. Donc, vous pouvez penser à tous les partenaires possibles. Alors, les classiques que j'ai cités tout à l'heure. Des partenaires qui sont des médias natifs Internet, comme Brut, Combini, Chef Club, qui sont aussi présents sur Snap, avec des success stories assez incroyables. Et tous ces partenaires ont créé 140 émissions. Sur ces 140, il y en a 92 qui dépassent 1 million d'audience tous les mois. Donc on continue, et le temps a augmenté entre l'année dernière et maintenant de 40%. Donc non seulement c'est des contenus qui sont consommés de plus en plus, mais les gens passent de plus en plus de temps dessus.
Et donc, on les multiplie, on continue à travailler avec nos différents partenaires pour essayer en fait d'apporter les centres d'intérêt qui intéressent notre communauté. Alors le divertissement, l'actualité, et puis ensuite des univers beauté, cuisine, food et tout ce qui est sport forcément. En fait, il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans Snapchat, c'est que effectivement vous ne vous définissez pas comme un réseau social, mais en fait vous êtes une espèce de messagerie augmentée avec de nombreuses fonctionnalités hyper rigolotes. Moi, je pense souvent au Bitmoji ou à ce genre de choses. Vous avez lancé Snap Plus il y a quelques temps, qui permettait d'agrémenter en payant, je ne sais plus combien exactement par mois, 3,99 €. Ouais. Et comment ça marche? Comment ça s'est fait ce passage à une espèce d'abonnement de modèle premium en partie? Oui, alors deux choses. Il y a un, effectivement, Snapchat, c'est l'application qui s'ouvre sur la caméra parce qu'on pense que c'est le meilleur moyen en fait de créer, de s'exprimer plutôt que de consommer passivement. La messagerie, la map, pour savoir où sont nos amis, avec votre consentement préalable forcément, et puis cette partie contenu. Ensuite, on a effectivement un univers économique qui est mouvementé, et on se doit, en tant que société, en fait, de travailler sur la diversification de nos revenus, et elle arrive à double titre. Elle arrive avec Snapchat Plus, qui est l'opportunité de proposer des services additionnels aux internautes, à notre communauté, pour qu'ils puissent avoir des stories qui durent plus longtemps, avoir des fonds, des bitmojis différents. Et puis c'est également une diversification des revenus avec une partie de notre activité qui vise à proposer à nos clients la technologie de Snap pour qu'ils puissent l'utiliser eux-mêmes. D'accord. Olivier? Peut-être on a le temps de poser juste une question. Une question, oui. Une question dans la salle, je l'ai promis, donc j'aime bien tenir mes promesses. Mais s'il n'y a pas de questions, ça m'arrange, c'est normal, c'est le début, parce qu'on va essayer de tenir un petit peu les formats. Merci beaucoup, tonnerre d'applaudissements. Merci à tous. Pour nos deux intervenants. Merci beaucoup. Merci Xavier. Et puis, de toute façon, Grégory, vous allez aller remettre vos micros là-bas. Grégory Gazin, vous allez de toute façon suivre avec beaucoup d'intérêt ce qui va suivre, parce que ce qui va suivre, c'est une masterclass, comme on dit. Ça fait plus chic que conférence. Une masterclass, comment parler aux utilisateurs justement de Snapchat, avec Armelle Le Goff, Gilles Fressigné, Cyril Di Palma, Jean-Philippe Louis qui vont venir vous succéder sur cette scène. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Olivier. Et puis je vais vous les présenter en attendant, pour leur permettre de venir s'installer tranquillement. Armelle Le Goff, c'est la directrice de la rédaction de 20 minutes, une habituée des informés, en plus, contente de vous retrouver. Cyril Di Palma, délégué général de l'association Génération Numérique. Gilles Fressigné, directeur numérique d'Arte, et tout cela animé par Jean-Philippe Louis, Media Partnerships, FR Programming Snapchat France. Vous avez une demi-heure et évidemment, avant de commencer, on va avoir un petit jingle. Où vous voulez, mon ami. Alors, jingle, s'il vient. Alors, je crois qu'il faut. Alors, il n'y a pas de jingle. Il n'y a pas de micro non plus. Il n'y a pas de micro non plus. Ça frotte. Si tu veux, tu me donnes un micro comme ça. Mais mettre un micro main. 1, 2, 3. Ah, il y a un micro. Salut. Du coup, il y a un jingle, pas de jingle, pas de jingle. Il n'y a plus de jingle. Il n'y a plus de jingle. On fait des économies de jingle. Ok. Bonjour à tous. Je suis Jean-Philippe Louis, je suis responsable des partenariats médias. Je travaille donc notamment avec Grégory, qui était là il y a quelques secondes et qui a très bien parlé de Discover. Discover, c'est une plateforme fermée. Je suis en charge de cette partie Discover. Je travaille avec les partenaires ici présents pour tout simplement avoir le meilleur contenu sur la plateforme. Sur Discover, plateforme fermée, on travaille avec des médias partenaires. Snapchat est basé sur la non-viralité. Grégory a déjà tout dit, notamment sur les 40% en plus. Donc on va tout de suite parler à ces partenaires médias qui sont sur la plateforme. Alors je suis désolé parce que j'ai pas eu le temps d'imprimer ma feuille, donc je vais le faire via mon téléphone. Donc d'abord, je vais commencer par... Ah super, merci, j'ai une feuille. Armelle,
Armelle Le Goff, bonjour, directrice Bonjour. de la rédaction de 20 minutes. Gilles Fraissinet, directeur du développement numérique et adjoint au directeur éditorial chez Arte. Et Cyril Di Palma, qui est délégué général de l'association Génération Numérique. On pourrait dire directeur général, ça passe aussi. C'est pas grave. Super. Donc, je présentais Discover. Alors, j'avais une vidéo, mais qui ne sera pas présente. On va parler rapidement de comment on travaille sur Snapchat. Mais avant cela, je voulais parler d'une petite étude qu'on a mis en place au sein de Snap qui permettait de comprendre les utilisateurs Snapchat, qui ils sont. Greg parlait d'une audience en moyenne de 35 ans sur Snapchat d'utilisateurs. On a posé la question à nos utilisateurs en termes de confiance. Quelles sont les institutions dans lesquelles ils ont le plus ou le moins confiance. Et il se trouve que les médias se trouvent être l'institution à laquelle les utilisateurs auraient le moins confiance, du moins pour l'instant, malgré nos partenariats. Je voulais déjà avoir votre avis là-dessus. Comment vous expliquez ça? Je vais commencer par vous, Cyril. Parce que vous travaillez avec les jeunes, vous travaillez dans les écoles, vous les sensibilisez au numérique, aux informations sur le numérique. Est-ce que ça vous surprend? Pas du tout. Pas du tout. Alors, pour rappeler un peu le contexte, Génération Numérique, c'est une asso qui fait de l'éducation, notamment en milieu scolaire, sur les questions liées, comme son nom l'indique, le nom de l'asso l'indique, dans les mondes numériques. Et on rencontre 350 à 400 000 enfants, ados, adultes, partout en France, tous les ans. On a constaté depuis une vingtaine d'années une montée en puissance des sujets liés à la manipulation au sens large. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de question de radicalisation ou de manipulation du public jeune sur Internet d'une manière générale. On avait quelques sectes, mais qui n'avaient pas vocation à recruter, à manipuler la population. Ce phénomène s'est complètement élargi avec une massification de l'utilisation des réseaux sociaux, des plateformes de partage d'une manière générale. Et ils suivent le mouvement global de la société. Donc il n'y a pas une grande surprise. Un enfant, il n'est pas isolé. Il vit dans un environnement social, avec d'autres amis, familial. Et quand on voit qu'il y a une montée du complotisme d'une manière générale dans la population adulte, je vous renvoie sur des éléments plus précis avec l'étude de la Fondation Jean Jaurès au lendemain de l'élection présidentielle de 2017 qui avait relié très fortement, enfin qui nous montrait en tout cas qu'il y avait une montée du complotisme chez les Français. Les enfants et les adolescents ne sont pas épargnés. Donc ce n'est pas une surprise qu'ils soient plus que parano sur les institutions médiatiques, sanitaires, politiques, toutes les institutions. C'est malheureusement une lame de fond qui traverse notre société et même au-delà de la France. Vous le voyez aussi donc du coup sur le terrain. En tant que média, comment vous réagissez? Vous êtes en première ligne face à ce type de questions et de débats et même de défiance du coup des utilisateurs. Comment vous n'êtes pas surpris non plus? Non, pas surpris. Nous, on a vu aussi l'émergence de la propagation des fake news sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'on a décidé à 20 minutes de mettre en place une cellule de fact-checking dès 2017 pour travailler sur la propagation de ces fausses informations. C'est beaucoup lié, et puis parallèlement à ça, on travaille beaucoup, depuis 2017 aussi, et même avant, à la transparence de nos pratiques, au travail aussi sur la diversité des profils des journalistes qu'on recrute. Il y a sans doute eu beaucoup de la part des médias une façon de travailler un peu en vase clos, en sachant une façon assez descendante de transmettre l'information et c'est ce qu'on essaye un peu de casser aujourd'hui à la rédaction de 20 minutes. Comment vous, Gilles, pareil, Arte, télévision, comment vous adressez cette audience, les sensibiliser peut-être même? Oui, c'est une bonne question et je vais reprendre la question justement Arte Télévision. L'idée, c'est face à cette défiance justement d'essayer d'être un tiers de confiance dans ce monde-là, en étant à la fois nous-mêmes, mais en étant cohérent avec les usages et l'évolution de ces usages. Donc je vais essayer de développer en une seconde, en étant nous-mêmes, c'est-à-dire un média culturel européen,
qui prend le temps d'analyser le monde dans lequel on vit, qui n'est pas à la course à la breaking news, qui n'est pas à la course à l'audience à tout prix, mais qui essaie de analyser. Je pense à des émissions comme Le Dessous des cartes. Si on parle de fake news, je pense à des intox. Je pense évidemment aux documentaires que l'on propose. Un documentaire prend le temps de comprendre le monde avant de livrer son analyse. Et cette idée-là de proposer justement une analyse un peu creusée, de croiser aussi les regards sur le monde en étant européen. Quand je dis nous-mêmes, donc c'est être européen, en croisant les points de vue, c'est ne pas se focaliser uniquement sur un point de vue franco-français et peut-être même parisien parfois dans l'analyse. Donc ça, cet aspect, il est important. Et vous disiez télévision, justement en n'étant pas qu'une télévision, pas une télévision, mais aujourd'hui on est une plateforme culturelle, plus qu'une chaîne de télévision qui diffuse des contenus sur le numérique. On se vit vraiment comme une plateforme culturelle et on essaie de proposer des contenus qui sont pensés pour les différentes plateformes. On y reviendra quand on parlera plus dans le détail de Snapchat, mais pas uniquement de déverser du replay ou du contenu qui a été fait pour une chaîne de télé, pour un type de public avec une certaine grammaire sur différentes plateformes, mais de penser les différentes plateformes pour leur spécificité, que ce soit les plateformes vidéo, les réseaux sociaux, Snapchat ou autres. Alors, on va rentrer au final dans le vif du sujet. Armelle, vous avez 2 shows sur Discover, donc Ma tête et moi sur la santé mentale et Oh My Fake sur les fake news. Comment vous travaillez sur Snapchat Discover? Et puis, alors la spécificité même d'Oh My Fake, j'aimerais qu'on en parle un peu, c'est pas simplement de débunker les fausses informations, mais c'est aussi d'expliquer le rapport à cela, le rapport aux fausses informations. On va en parler avec Cyril aussi. Est-ce que c'est aussi une bonne façon, c'est la meilleure façon que vous avez trouvée pour parler à cette audience jeune, c'est-à-dire de ne pas juste dire c'est faux, mais d'expliquer? Oui, l'idée c'est d'expliquer pourquoi c'est faux et d'expliquer quels sont les ressorts qui font qu'on peut avoir envie de croire à une fake news, parce qu'on est dans l'incertitude, parce qu'on a envie d'avoir de l'assurance sur certains sujets, de mettre de la rationalité là où on a parfois du mal à comprendre certains événements. Et l'idée de ce show, c'est effectivement d'expliquer donc ces ressorts sans être culpabilisant, mais au contraire en étant plutôt empathique. À 20 minutes, on essaye, encore une fois, c'est dans notre façon de construire l'information, c'est de ne pas être descendant, de la construire avec nos lecteurs. Et donc, il y a une idée aussi de les rendre, c'est un peu le mojo de Oh My Fake, c'est de vous rendre plus fort contre les fake news. Donc, de comprendre ce qui peut faire... que chez nous, et je pense qu'on a tous traversé des moments comme ça, où on a envie de croire à des choses qui rendent le monde plus simple. En fait, c'est beaucoup ça, les fake news. Cyril, je permets puisqu'en fait, il y a une vraie... presque un rapport entre vous deux, c'est-à-dire que vous allez, sauf que Cyril, vous allez sur le terrain, dans les écoles, parler des fake news. Quelles sont les questions les plus fréquentes? Vous ressentez ça aussi, ce besoin d'expliquer d'abord plutôt que de dire non, c'est faux, c'est vrai? On est obligé, sinon on va retomber dans un autre travers. C'est-à-dire que s'ils ont... les publics, et on parle des jeunes, mais c'est pour tous les publics, il y a une défiance vis-à-vis des médias traditionnels. Si on leur offre du contenu vérifié de fact-checkers, demain, ils vont dire, oui, mais on ne va pas croire les fact-checkers ou les debunkers. Si on ne leur fournit pas des outils intellectuels de vérification d'images ou de vidéos qui vont leur permettre de vérifier que le travail a été correctement fait aussi. Donc, il s'agit d'armer intellectuellement tous nos concitoyens pour que d'eux-mêmes ils soient moins dupes, plus vigilants, et notamment vigilants vis-à-vis d'eux-mêmes. En fait, on se rend compte de ça avec les publics jeunes, et ça marche aussi avec les adultes, c'est que, j'allais dire, notre premier adversaire, c'est nous-mêmes. C'est l'analyse qu'on ne fait pas, ou le jugement qu'on porte de manière un peu hâtive. On a une consommation médiatique qui est très rapide, qui zappe, où on ne prend pas forcément le temps de décortiquer. Et ça a été dit tout à l'heure, un documentaire, c'est du temps. Maintenant, on n'a pas forcément le temps, ou on ne veut pas prendre le temps. Donc c'est comment on fait en sorte que, au lieu de se dire de toute manière j'ai pas le temps, et puis dans mon rythme de vie, je vois une info passer, que ça soit sur une plateforme ou dans un média traditionnel, peu importe, je souscris, j'y crois, ou je cherche à savoir. Donc c'est une démarche intellectuelle qu'on essaye, nous, d'engager auprès du public jeune. Et on a, parmi mes multiples exercices qu'on mène avec eux en classe, on projette une vidéo d'une fake news avérée, mais qui n'est pas forcément grand public, et notamment pour les jeunes.
et on teste la classe et on leur pose la question de savoir qui a plutôt tendance à croire ce qui est raconté ou pas. On a la moitié de la classe qui plonge, et les adultes qui sont présents aussi, les profs, et l'autre moitié qui sait pas. Et en fait, on passe une demi-heure sur la vidéo à la décortiquer avec toute la classe. Ça veut dire qu'on a une demi-heure avec 35 ou 40 cerveaux. Et forcément, à la fin, on arrive un petit peu quand même à la vérité. Mais ça veut dire que ces centaines de minutes qu'on a passées cumulées, ben, c'est pas évidemment ce qu'on fait au quotidien. Gilles, j'aimerais parler avec vous d'autres sujets que les fake news, mais très importants, comme le cyberharcèlement, la santé mentale. Pourquoi? Ce sont des sujets qui ont été identifiés par nos utilisateurs comme pas assez traités, on va dire, et qui sont des sujets qui sont traités par Arte, FAQ. J'aimerais qu'on revienne sur ce show, parce que déjà parler de son intention, et puis surtout de votre présence sur Discover, comment elle a évolué, avec maintenant aussi des shows linéaires, des adaptations de documentaires. Comment vous travaillez sur Snapchat? Alors nous, on a commencé en 2016-2017, mais avec un compte qui n'était pas Discover, puisqu'à l'époque c'était très compliqué d'être Discover et il fallait avoir une équipe un peu importante, on n'était pas forcément armé pour cela. Et aussi, ce qui était intéressant, avec l'ouverture en novembre 2018, je crois, à plus de shows, c'était également l'évolution du public de Snapchat, qui avait mieux compris la plateforme, l'utilisait peut-être différemment, avait grandi aussi. Et ce qu'on s'est dit à ce moment-là, c'est que ce serait intéressant de refléter les valeurs, la ligne éditoriale d'Arte à travers un magazine qu'on a appelé FAQ, un magazine de société, qui donne un regard en fait du monde dans lequel on vit, ouvert sur le monde, pas uniquement franco-français, à travers des thématiques qui se sont affinées avec le temps, dans le sens où on a évidemment réfléchi à ce qui peut intéresser un public qui va sur Snapchat, donc en comprenant les usages, les âges, les préoccupations. Donc on parle de questions très intimes, de questions de relations familiales, de questions d'une personne qui rentre dans le monde de l'emploi, enfin évidemment un public qui a entre 20 et 30 ans. Et en basant ce programme-là sur l'échange, en fait, en essayant de refléter à l'image les utilisateurs qu'on peut retrouver sur Snapchat, aussi on a fait progresser l'analyse on a fait progresser finalement le travail de la rédaction et on a échangé, puisqu'on ouvre la possibilité aux utilisateurs de nous proposer des sujets, d'échanger. Donc évidemment, régulièrement, on affine, on fait évoluer le programme. Donc ça, c'est la première façon d'arriver sur Snapchat qui reflète en fait une logique plus globale, c'est de se dire que quand on va sur une plateforme, il faut qu'on comprenne la grammaire, que l'on travaille avec des gens pour qui cette plateforme, c'est au minimum la LV1, éventuellement la langue maternelle, mais en tout cas qu'on travaille dans les codes de celle-ci et pas uniquement de se poser en tant qu'un média ancien qui essaie de refourguer son documentaire à tout prix dans une plateforme. C'est comme faire entrer des ronds dans des carrés, ça ne marche pas. Et après ce magazine spécifique et même exclusif sur Snapchat, on a réfléchi à la façon de voir comment des thématiques qui sont traitées sur Arte au sens large, que ce soit à l'antenne, sur arte.tv, sur YouTube ou ailleurs, comment ces thématiques-là pouvaient arriver naturellement dans cet univers-là. Donc on parle de cross-diffusion et d'adapter ces contenus sur la plateforme Snapchat pour essayer d'enrichir aussi notre présence sur cette plateforme et pas uniquement à travers le magazine FAQ. Alors, vous parliez de codes, quels sont les codes, Armelle? Est-ce que vous avez vu une évolution entre le Oh My Fake d'avant, le Oh My Fake de maintenant, avec Ma Tête et Moi? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a pu changer? Dans la construction des shows, on essaye effectivement de s'adapter aux plateformes. L'ADN de 20 minutes, c'est d'aller chercher ces lecteurs là où ils sont. Donc en 2002, quand le journal apparaît, c'est d'aller leur donner le journal à la sortie des transports en commun. Et aujourd'hui, c'est d'aller chercher nos lecteurs sur les plateformes où ils sont, où ils échangent, où ils vivent en fait. Et donc pour nous, c'est très important de proposer des formats qui soient en résonance avec leur façon à eux de communiquer, d'échanger. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc on a des saisons pour My Fake et pour Ma Tête et Moi. Et donc on modifie l'habillage pour essayer de correspondre à la grammaire qu'on peut trouver sur ces plateformes. Après, fondamentalement, on ne change pas la façon dont on s'adresse à nos lecteurs, qui, encore une fois, est la volonté de vraiment s'adresser à eux sans les prendre de haut, en entrant en résonance avec leurs préoccupations. C'est pour ça qu'on a créé Ma Tête et Moi.
qui est un show qui parle de la santé mentale des jeunes et sujet qu'on a vu émerger très fort au moment notamment du premier confinement. Et on s'est dit qu'il était de notre devoir de s'intéresser particulièrement à ce sujet, comme on s'est intéressé aussi très tôt au cyberharcèlement et à ce que ça pouvait vouloir dire dans la vie de nos lecteurs, véritablement, avec des témoignages de gens qui racontent ce que c'est que de se prendre un shitstorm pendant plusieurs jours, de vivre avec ces menaces au quotidien, avec des gens qui viennent même vous attendre en bas de chez vous, qui vous prennent en photo. Et on avait fait une série, mais là qu'on n'avait pas développée sur Snapchat, qui s'appelait Pris pour cible. Et là, de la même façon, on a envie de travailler sur en gros une série qui s'appellerait « J'ai rencontré un complotiste ». Parce que je pense qu'on a tous de la même façon rencontré ou des gens dans notre famille très proches ou des amis, ou voilà. Et à un moment où on est dans cette difficulté d'échange avec quelqu'un avec qui on peut avoir un lien très fort, et donc de pouvoir avoir des lecteurs qui nous racontent cette expérience, je pense que ce serait assez fort. Alors, on me dit de l'oreillette qu'il faut laisser un peu de place, et c'est très bien d'ailleurs pour des questions. Du coup, est-ce que vous avez dans l'assistance, dans l'audience, quelques questions ici? Oui. Oui, bonjour. Quand vous décrivez vos contenus sur Snapchat, vous parlez beaucoup de show. Est-ce que c'est parce que pour vous, ça doit obligatoirement passer par un angle du divertissement ? Je peux prendre la parole peut-être, parce que nous ne sommes pas une chaîne de divertissement, justement, pas un média de divertissement, mais plutôt culturel et européen. Show, c'est le terme générique utilisé par Snapchat, qui a été lancé aux États-Unis. Pour nous, on voit ça comme une émission, un programme, qui est plus général que uniquement le prisme du divertissement, comme on peut l'entendre parfois pour show. Et si vous regardez FAQ, on est sur un magazine qui traite des sujets de société à travers l'angle du témoignage des différentes personnes concernées, et pas forcément sur une logique de divertissement pour faire rire ou voilà, divertir sans but. Et le terme show, qui veut dire montrer, hein, vient du fait qu'avant, quand on s'est lancé, on avait un format très magazine, très texte, c'était le cas notamment avec Arte FAQ, très texte, photo, image, et en fait on a switché vers la vidéo, le tout vidéo montré, et donc c'est la raison pour laquelle on a utilisé le terme show pour bien faire la différence entre ce qu'on appelait Discover à l'époque. Est-ce que vous avez d'autres questions pour la suite? Alors moi j'en ai une du coup, je vais en profiter. Je parlais de choses, ça me permet de rebondir sur les changements. Plus de vidéos, moins de Discover. Ce changement dans les formats, finalement c'est une aubaine quand on fait de la vidéo. Alors pour un média comme Arte, évidemment, pour nous la vidéo est naturelle, donc ça nous permet de nous diversifier. Quand on réfléchit aussi aux spécificités de Snapchat, ce qui est intéressant et pourquoi aussi FAQ ou même les différents reformatages, réflexions autour de documentaires que l'on peut proposer ailleurs sur Arte, pourquoi on les propose aussi sur cette plateforme. On a une case par exemple à l'antenne qui est une case de documentaire société. On a beaucoup de témoignages de personnes qui ont vécu différentes histoires, et sur Snapchat on peut les proposer, notamment, vous l'avez dit tout à l'heure, l'absence de commentaires par exemple est une façon de protéger entre guillemets les témoins et d'éviter les tombereaux de trolls par exemple, et c'est une de ces spécificités de cette plateforme qui fait qu'on va peut-être aller sur ces thématiques-là. On parlait de santé mentale, on parle de questions de genre, on parle de questions de relations avec sa famille aussi. Ça peut engendrer des commentaires assez difficiles à encaisser quand on est le témoin soi-même, et du coup d'être dans un espace où il est possible d'éviter cela, c'est intéressant pour nous, et un espace aussi où les retours peuvent se faire tout de même vis-à-vis de la rédaction, vis-à-vis des créateurs de ces contenus, avec peut-être quelque chose de plus étayé, des retours plus étayés, plus argumentés, parce qu'ils sont nominatifs, et donc, voilà pourquoi aussi on se dirige sur ces thématiques-là quand on va réfléchir à soit un show spécifique sur Snapchat, un nouveau show, soit un événement en particulier. Et après, un autre élément peut-être intéressant pour nous, puisqu'on est aussi un média de l'innovation, on n'en a pas trop parlé là, vous parlez beaucoup de débunkage ou de questions sociétales. L'innovation, pour nous, elle est importante. On a
créé les premiers programmes en Europe en réalité virtuelle, on coproduit des jeux vidéo, et on réfléchit évidemment à la façon de proposer de la matière documentaire en réalité augmentée. Et donc on sait qu'avec Snapchat, ça peut être aussi un terrain intéressant pour nous de pousser un peu plus loin la narration et de voir comment, à travers la grammaire et les codes de chacune des plateformes, là en l'occurrence, vous parliez de réalité augmentée tout à l'heure, et je pense que c'est une grosse utilisation de cette plateforme, pour nous c'est une façon aussi de réfléchir à la matière documentaire, à la façon dont on va analyser le monde dans lequel on vit, mais pas uniquement à travers une forme classique de la télé, 52 minutes, voilà, mais à travers une nouvelle forme technique. Je crois qu'il y a une question. Bonjour, je voulais savoir quelles étaient vos audiences, parce qu'on a tendance à zapper et à passer facilement d'une image à une autre sur Snapchat, donc savoir si vous aviez connaissance de vos audiences. Vos audiences à vous, après je pourrais parler en général. En général. Alors en fait, ce qui est intéressant justement évidemment en étant un show ou en étant sur Discover, c'est qu'on apparaît plus fortement pour les utilisateurs de Snapchat. Donc on peut avoir voilà, des épisodes qui peuvent être vus 700 000, 800 000 fois, un peu plus parfois. Même on parlait de certains qui dépassent 1 million de vues, ça c'est possible. Alors la question sur ces plateformes, c'est de savoir aussi si les personnes vont regarder la première seconde ou s'ils vont regarder un peu plus, évidemment, puisqu'on est sur, comme vous l'avez dit, sur un système de zapping et toutes les plateformes sociales fonctionnent un peu comme ça. On a des durées d'écoute qui sont intéressantes, qui dépassent les minutes, 1 minute, voire 2 minutes parfois. Pour un show qui dure 5-6 minutes, ça fait à peu près la moitié. Et en fait, c'est plutôt intéressant pour nous. On n'est pas sur 10 ou 12 secondes de visionnage. Et d'ailleurs, c'est un des critères importants dans la relation avec Snapchat, que les shows puissent atteindre une durée de visionnage important pour qu'ils puissent continuer. Et donc du coup, l'audience est de 17 millions d'utilisateurs qui regardent des shows tous les mois sur Discover. Et effectivement, on prend beaucoup d'importance, sont consacrés sur le temps passé, c'est-à-dire et la complétion, le temps passé à regarder des vidéos, puisque sur Discover, les vidéos durent 3 minutes. On a un format short form qui s'appelle Spotlight, qui est différent, mais c'est sur Discover qu'on a les partenariats médias sur une plateforme sans fake news, modéré, pré-modéré, avec des partenaires sélectionnés. Et donc pour 20 minutes, je ne sais pas d'ailleurs pour l'audience. C'est à peu près les mêmes audiences que qu'Arte, avec de la même façon un temps de visionnage qui est relativement long, notamment pour MyFake, qui est un format qui fonctionne très bien sur cette plateforme. Peut-être sauf s'il y a une question. Ah, voilà. J'avais une question justement par rapport à la première table ronde qu'on a eue en arrivant, qui remettait en valeur, vous en parliez tout à l'heure, de la réalité augmentée, qui est quand même la base presque pour nous, utilisateurs de cette application. Est-ce que vous, en tant que média, et potentiellement aussi les régies qui sont derrière vous, vous avez l'idée d'utiliser cette réalité augmentée dans vos contenus? J'ai l'impression de le voir beaucoup entre utilisateurs, mais assez peu pris en main par les médias. Donc j'aimerais savoir comment est-ce que vous taclez ce sujet. Nous, on a des projets à ce niveau-là, et effectivement, Snapchat, notamment, qui travaille beaucoup sur ce sujet, peut nous accompagner. Après, pour les médias, vous savez que les médias sont dans une économie complexe et que la réalité augmentée, ça demande des investissements, des coûts qui peuvent parfois être assez lourds pour certains médias. Mais effectivement, à 20 minutes, on travaille là-dessus. On a un projet en ce sens qu'on aimerait pouvoir voir aboutir, on l'espère, en 2023. Même date. On y travaille depuis plusieurs années en fait à la question de comment proposer des récits qui soient cohérents avec ce qu'est Arte, c'est-à-dire prendre du recul, analyser le monde dans lequel on vit, à travers des technologies qui sont innovantes, qui permettent de raconter des histoires différemment. Donc je ne vais pas refaire la liste de tous les lieux où on a pu innover, que ce soit voilà, le jeu vidéo, la réalité virtuelle ou d'autres lieux. Et sur la réalité augmentée, on a un projet de documentaire, on espère le sortir au premier semestre 2023,
justement en lien avec l'équipe de Snapchat. Et ça a pris beaucoup de temps parce que ce sont des technologies pas forcément évidentes. Alors oui, pour faire des oreilles de lapin, maintenant c'est maîtrisé. Pour raconter une histoire un peu sur la durée, qui permette de prendre aussi du recul sur le monde dans lequel on est et proposer une narration qui peut durer un peu plus que 2, 3, 4 minutes, c'est un peu plus lourd à développer. Ça demande des soutiens technologiques assez importants. Mais on a un résultat intéressant, ça va arriver premier semestre. Et on va travailler notamment avec l'Air Studio en 2023. Merci à tous les trois d'avoir participé. Merci Cyril, merci Gilles, merci Armelle. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à leur en poser et à moi également. Merci à tous. Merci à vous. Merci.